Chapitre 1. Fondation de la physique du bulk structuré. Premier point. Définition du domaine. La physique du bulk structuré est proposée comme un domaine théorique dans lequel les phénomènes physiques ne sont plus décrits en premier lieu comme des effets de force primitive agissant dans un espace neutre, ni comme des conséquences directes d'une géométrie fondamentale, mais comme des manifestations de l'état local d'un substrat physique dynamique appelé bulk. Dans ce cadre, l'espace constitue le cadre géométrique abstrait, tandis que le bulk en est le contenu physique actif, continu, tridimensionnel, structuré et capable de supporter des contraintes locales. Deuxième point, principe fondamental. Le principe central du domaine peut être formulé ainsi: la physique est la dynamique des transitions accessibles dans le bulk. Une transition désigne ici tout changement d'état, de position, de fréquence, de configuration ou de régime d'un système physique. Le bulk n'agit donc pas d'abord comme une force, mais comme une structure de possibilités. Il autorise certaines transitions, en contraint d'autres, et peut en interdire au-delà de certains seuils. Cette reformulation constitue le cœur commun entre le modèle du bulk structuré, la TVS-PVSP et la géométrie topologique associée. Troisième point, variable d'état et disponibilité. L'état local du bulk est décrit par une grandeur de contrainte dynamique effective, notée état effectif de xt, qui mesure la difficulté locale des transitions physiques. Une faible valeur de état effectif correspond à un milieu ouvert et peu contraint. Une forte valeur correspond à un milieu saturé ou fortement structuré. À cette variable est associée une disponibilité locale phi de xt, interprétée comme la capacité du bulk à autoriser des transitions. Dans les versions plus constitutives du modèle, cette disponibilité peut être spécifiée par une fonction a de xt, conduisant à une relation de type état égale état 0 sur a. Ainsi, contrainte et disponibilité forment le couple fondamental du domaine. Quatrième point, chaîne causale du modèle. La chaîne causale centrale peut être écrite sous la forme matière, modification locale du bulk, variation de état, gradient, phénomènes observés. La matière n'est donc pas une entité entièrement séparée du substrat. Elle agit comme une configuration contrainte du bulk, capable d'en modifier localement la disponibilité et la contrainte. La gravité, la propagation, la stabilité des structures et certains effets temporels apparents émergent alors comme des conséquences de l'état du milieu plutôt que comme des mécanismes indépendants. Cinquième point, gravité, temps et matière. Dans ce domaine, la gravité est reformulée comme une manifestation des gradients de contrainte du bulk. Schématiquement, G effectif égale moins nabla état ou G effectif égale moins K nabla état selon le niveau de formalisation retenu. Le temps, lui, est traité comme une grandeur intrinsèque et invariante. Ce ne sont pas le temps lui-même qui se modifie, mais les systèmes physiques qui changent de cadence. Enfin, la matière est interprétée comme un état localement contraint et stable du substrat, autrement dit, comme une structuration du bulk. Sixième point, lecture géométrique du domaine. La géométrie topologique du bulk repose sur l'idée que la géométrie observée n'est pas première. Elle émerge de l'état du bulk. Les voisinages, trajectoires, confinements, orbites, horizons et fermetures peuvent être relus comme des propriétés topologiques de l'accessibilité locale des transitions. Dans cette perspective, une région de faible contrainte est topologiquement ouverte, tandis qu'une région de forte contrainte tend vers la saturation ou la fermeture. La géométrie devient ainsi une géométrie physique de la possibilité. Septième point, structure interne du domaine. La physique du bulk structuré peut être organisée en trois niveaux complémentaires. Le premier est fondamental, avec les objets de base. Le second est géométrique, avec la topologie du bulk et les trajectoires minimisant un coût de transition. Le troisième est phénoménologique, avec les applications à la gravité, à la lumière, au temps, à la matière, aux trous noirs, aux ondes et aux prédictions expérimentales. Huitième point, statut scientifique du programme. À ce stade, le domaine doit être présenté comme un cadre théorique unificateur en cours de formalisation et non comme une théorie déjà achevée. Cette prudence renforce la crédibilité du projet. Elle montre que la cohérence conceptuelle est déjà là, tout en laissant clairement apparaître le programme de travail. Neuvième point, formulation brève du domaine. On peut résumer le domaine par la définition suivante. La physique du bulk structuré est l'étude des états, gradients, régimes et transitions d'un substrat physique dynamique contenu dans l'espace, dont l'état local gouverne la matière, la gravité et la géométrie. Ça nous donne maintenant une base beaucoup plus propre.
La suite logique est d'enchaîner avec le chapitre 2. Axiome, grandeur fondamentale et notation unifiée. Chapitre 2. Axiome, grandeur fondamentale et notation unifiée. Fixons ensemble le langage commun de notre domaine. Après avoir défini la physique du bulk comme domaine théorique, il est nécessaire d'en fixer les objets fondamentaux et les relations constitutives minimales. Cette étape est décisive pour éviter les glissements de vocabulaire entre vide, bulk, CHU, disponibilité et contrainte. Axiome 2.1. Il existe un substrat physique continu, tridimensionnel et structuré appelé bulk, capable de supporter des contraintes locales. Le vide n'est plus une absence, mais un milieu réel doté de propriétés propres, redistribuant les contraintes physiques. Axiome 2.2. L'état local du bulk est décrit par une variable de contrainte dynamique effective, notée IXT. Cette variable mesure la difficulté locale des transitions physiques. Plus I est élevé, plus les processus sont contraints. Axiome 2.3. La physique devient l'étude des conditions locales d'accessibilité, unifiant gravité, propagation et matière. Axiome 2.4. La matière agit comme source. Elle varie la disponibilité, ce qui varie I et crée les phénomènes observés. La gravité n'est pas autonome. Elle résulte de la structuration du bulk par la matière. C'est une conséquence mécanique. Axiome 2.5. Le temps est invariant. Les écarts de cadence sont des différences de réponse physique, non une déformation du temps. Passons aux notations canoniques pour fixer notre langage mathématique de référence. Nous notons B le domaine spatial et T la variable temporelle. Le bulk est un milieu distribué évoluant dans le temps. La variable principale est IF. Elle représente la densité de contrainte et la viscosité dynamique effective du milieu. Sa dimension est S-1, ce qui la relie directement aux fréquences de réponse et au système oscillant. Nous notons F la disponibilité locale, grandeur duale de la contrainte, mesurant l'ouverture du milieu. A désigne la disponibilité constitutive, quantifiant la fraction de vide encore disponible face à la saturation matérielle. Le CHU est le nom interprétatif de cet état. Nous identifions désormais CHU à la contrainte effective au niveau fondamental. Enfin, mu note la signature structurelle matérielle exprimant la compatibilité d'un état avec le bulk environnant. Établissons maintenant les relations constitutives minimales qui lient ces grandeurs entre elles. L'augmentation de la contrainte découle directement d'une diminution de la disponibilité. I est inversement proportionnel à A. Pour la cohérence dimensionnelle, nous introduisons la contrainte réduite I tilde, rendant le formalisme rigoureusement propre. Le volume physique effectif est corrigé par la disponibilité F. C'est le volume accessible au processus physique. À partir de là, la densité effective relie masse, volume et disponibilité du milieu dans une expression unifiée. Les phénomènes macroscopiques émergent des variations spatiales de la contrainte. Le gradient de IST, le moteur dynamique. La gravité effective est définie par le gradient de I. Elle n'est plus une force primaire, mais une réponse au milieu. Les trajectoires minimisent un coût de transition. Le mouvement est la recherche du chemin de compatibilité maximale. Nous introduisons une équation de continuité pour la contrainte, donnant au domaine sa première dynamique de milieu continu. Le flux suit une loi de diffusion non linéaire, reliant l'évolution temporelle de I à ses gradients spatiaux. La structure du domaine comporte des seuils critiques délimitant des régimes physiques distincts, de la matière au trou noir. 3 principes. Le temps est invariant. Ces écarts perçus ne sont que des variations de fréquence effectives dues à U. La lumière conserve sa vitesse locale C, mais sa propagation et sa structure spectrale dépendent de l'état du bulk. La matière n'est plus séparée du vide. Elle est une configuration stable, contrainte et compatible du bulk lui-même. Voici la formulation synthétique du socle. Ces relations forment le noyau cohérent de notre modèle théorique. Ce chapitre établit la grammaire fondamentale. Nous avons posé le bulk comme substrat et I comme variable centrale. Nous sommes désormais prêts pour l'étape suivante, la dynamique et la géométrie topologique du bulk. À bientôt. Bienvenue dans cette masterclass monumentale. Chapitre 3, dynamique, gravité émergente et géométrie topologique du bulk. Après avoir posé nos axiomes, nous allons maintenant dériver les effets dynamiques. Comment la contrainte engendre-t-elle le mouvement? Imaginez un nageur. Son mouvement dépend directement de la résistance du milieu. Dans le bulk, c'est la même chose. L'objet ne subit pas de force externe. Il répond simplement à la structure locale du substrat. Le mouvement est une recherche du chemin le moins coûteux. La clé, c'est la variation. Si la contrainte est la même partout, rien ne bouge. Mais s'il y a une pente, une direction privilégiée apparaît. Mathématiquement, nous définissons le champ effectif par le gradient négatif de IF,
Le signe négatif indique la direction de la fluidité croissante. Ce champ F n'est pas une force mystérieuse. C'est simplement la lecture dynamique de l'état du bulk. La gravité n'est pas première. Voyons la chaîne causale. La présence de matière augmente la densité locale, ce qui réduit la disponibilité et augmente mécaniquement la contrainte. La gravité émerge donc comme une orientation topologique des transitions. Elle est la réponse du système au gradient créé par la matière. Pour un corps de masse m, l'accélération observée est le résultat direct de son couplage au milieu. md2x sur dt2 égale moins mk gradient de état. Pensons maintenant en termes de coût. Traverser une région dense du bulk demande un effort, un coût dynamique I et FF. Le coût total le long d'un chemin gamma est l'intégrale de la contrainte. C'est cette valeur que la nature cherche à minimiser. D'où notre principe variationnel. Delta C égale 0. Les trajectoires physiques sont celles qui offrent la compatibilité maximale avec le milieu. Une orbite n'est plus une chute éternelle, mais un canal de stabilité topologique où le coût de mouvement est optimisé sur un cycle. Le bulk respire. Son état évolue selon une équation de continuité. Toute variation locale doit être redistribuée par un flux J. Ce flux est proportionnel au gradient de contrainte. Mais notez bien, le coefficient de diffusion D dépend de I lui-même. Le milieu est non linéaire. Voici l'équation d'évolution générale. Elle décrit comment le bulk relaxe vers un état d'équilibre face aux sources de matière S. En régime linéaire, pour de petites perturbations, le bulk supporte des ondes. La contrainte se propage dynamiquement à travers l'espace. Passons à la géométrie. Ici, l'ordre est inversé. Ce n'est pas la métrique qui dicte la règle, c'est l'état du bulk qui crée la géométrie. La topologie du bulk est une topologie de l'accessibilité. Une région est ouverte si les transitions y sont libres, fermée si elles deviennent impossibles. Distinguez bien la distance métrique de la distance dynamique. Le coût de traversée est la seule vraie mesure de l'éloignement dans le bulk. La géométrie observable n'est que l'expression secondaire d'un milieu dynamique. C'est une géométrie de la compatibilité maximale. Lorsque la contrainte franchit des seuils critiques, tout bascule. On passe du régime libre au confinement, puis à la fermeture. À l'extrême, c'est la saturation. Le gel de Mamolar. Une frontière où plus aucune transition n'est possible. L'horizon de franchissabilité. Comparons avec Einstein. Là où il voit une courbure première de l'espace-temps, nous voyons une variation d'état d'un substrat physique. La dilatation du temps n'est qu'un ralentissement physique des processus dans un milieu visqueux. Le temps reste invariant, seul le rythme change. En résumé, la géométrie est l'expression phénoménologique des régimes du bulk. La jonction entre physique et topologie est faite. Le cadre dynamique est posé. Dans le prochain chapitre, nous explorerons la matière elle-même et ses signatures MU. Au revoir. Bienvenue dans cette leçon fondamentale. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur de la matière, vue sous l'angle du bulk structuré. Pour nous, la matière n'est pas une substance déposée dans le vide. C'est une configuration contrainte, stable et localisée du substrat lui-même. Cette définition supprime la séparation entre contenant et contenu. Le vide n'est plus passif et la matière n'est plus un corps étranger au milieu. Le bulk oscille entre deux pôles, l'état libre, fluide et disponible, et l'état contraint, où les degrés de liberté se figent pour former des structures. Imaginez une corde. Ouverte, elle est propagation et flux. Fermée, elle devient localisation et stabilité. C'est la signature structurelle de la matière. Mais la stabilité nécessite plus que de la contrainte. Elle exige la compatibilité. C'est le rôle de mu, la signature structurelle de l'état. Mu mesure la façon dont une structure s'inscrit dans le paysage du bulk. Un état compatible persiste, un état incompatible transite ou se désintègre. La matière naît au franchissement du seuil critique IC1. En dessous, le bulk est libre. Au-dessus, la structuration devient inévitable. La matière n'est pas primitive. Elle est un régime de phase. Elle apparaît quand les transitions du bulk deviennent partiellement contraintes. Une transition n'est pas un saut abstrait. C'est une reconfiguration progressive du milieu qui dépend de la masse et de la durée locale. Tout système cherche à minimiser sa contrainte effective. La matière stable est un équilibre de relaxation, une vallée de compatibilité dans le bulk. Même nos phases classiques, gaz, liquide, solide, ne sont que des paliers croissants de contraintes I dans le substrat. L'interaction est réciproque. La matière déforme le bulk, mais le régime du bulk dicte en retour la stabilité de la matière. C'est une symbiose. Il existe 4 grands régimes.
La matière n'est qu'une étape intermédiaire entre le vide libre et la fermeture topologique totale. Les seuils ne sont pas des constantes figées, ils respirent avec le contexte, la signature mue et l'échelle du système considéré. La radioactivité est une rupture de compatibilité. Un état non adapté cherche violemment à rejoindre un régime de contraintes plus stable. Géométriquement, la matière est un verrouillage topologique. Certains degrés de liberté du bulk se ferment durablement sur eux-mêmes. Ainsi s'unifie tout. La matière engendre y courbe la gravité et ralentit le temps apparent. Tout découle du même substrat. Retenez ceci, la matière n'est plus séparée du vide. Elle en est la modalité la plus noble et la plus structurée. À bientôt. Chapitre 5. Temps invariant, cadence des systèmes et dynamique des mesures. Bienvenue dans cette nouvelle leçon de physique du vide structuré. Après avoir établi le bulk comme substrat et la gravité comme gradient de contrainte, nous devons préciser le statut du temps dans ce domaine. Notre postulat est simple. Le temps est une grandeur fondamentale, intrinsèque et invariante. Il n'est ni courbé, ni ralenti. Le domaine ne dit pas « le temps ralentit », mais « les mécanismes ralentissent ». C'est la modification de la réponse physique au bulk. Imaginez une horloge dans du miel. Le temps de référence ne change pas, mais la viscosité du milieu freine chaque mouvement de l'aiguille. Il faut distinguer le temps physique, grandeur de référence, des systèmes de mesure comme les oscillateurs ou les transitions atomiques. Cette distinction sépare l'ontologie du temps de la phénoménologie des mesures. Elle assure la cohérence interne de notre modèle. La variable état représente la résistance dynamique du bulk. Plus état est élevé, plus les processus physiques rencontrent une contrainte. Pour un oscillateur, on introduit une fréquence effective égale à sa fréquence propre, multipliée par une fonction décroissante de état. L'interprétation est simple. Si la résistance du milieu augmente, les mécanismes périodiques semblent ralentir pour un observateur. La gravité résulte des gradients de état. Il est donc naturel que les effets temporels apparents y soient directement corrélés. Tout passe par état. La matière réduit la disponibilité du bulk, ce qui augmente la résistance et décale les durées mesurées. Les horloges atomiques reposent sur des transitions stables, mais leur fréquence effective dépend toujours de l'état local du milieu. Le modèle ne nie pas le décalage observé par la science officielle, il en déplace simplement la cause ontologique. Cela s'applique à tout système dynamique, incluant les réactions chimiques et même certains processus biologiques. Au niveau pédagogique, retenez ceci. Plus état est grand, plus la durée mesurée entre deux cycles internes augmente. Attention! La vitesse de la lumière reste constante localement. C'est la cadence des systèmes de mesure qui change. Le temps mesuré devient alors un indicateur indirect de la topologie physique locale du bulk, une lecture élégante et structurelle. Dans les trous noirs, état devient si élevé que les processus s'arrêtent. Ce n'est pas le temps qui s'arrête, mais l'activité physique. Là où la relativité courbe l'espace-temps, le bulk contraint la matière. Les faits sont les mêmes, mais la cause change. Désormais, état explique tout. La gravité, la lumière et le ralentissement apparent des horloges. Une unification totale. Le temps est une grandeur intrinsèque. Les écarts observés traduisent simplement la résistance du bulk sur nos instruments. Dans le prochain chapitre, nous explorerons la propagation de la lumière et les ondes dans la physique du bulk. À bientôt. Bienvenue dans cette session magistrale. Nous allons aujourd'hui unifier la propagation de la lumière et les ondes du bulk. C'est un voyage au cœur de la mécanique du substrat. Notre objectif est de montrer que la lumière et les ondes du bulk ne doivent pas être confondues, bien qu'elles soient reliées par l'état local du substrat état. Le premier postulat est l'invariance locale de C. La vitesse de la lumière reste constante. Toute variation observée est une conséquence de l'état du milieu. La lumière interagit avec état. Plus la contrainte augmente, plus la résistance dynamique du milieu s'intensifie, modifiant les transitions accessibles de l'onde. Le bulk n'est pas un matériau ordinaire. Il n'a pas un simple indice de réfraction. Il agit comme un substrat qui module la structure même de la propagation. Le premier effet majeur est la portée effective. Dans un bulk peu contraint, la lumière voyage loin. Mais sous forte contrainte, sa distance devient limitée. La lumière conserve sa vitesse locale, mais perd en extension spatiale. Elle est confinée par la structure concrète du trajet dans le bulk. Le bulk agit aussi sur la structure spectrale. La modification du milieu entraîne une adaptation de l'onde. Sa longueur d'onde dépend directement de état. Nous restons prudents sur la loi exacte de cette fonction. Elle doit être stabilisée expérimentalement, sans figer trop tôt une intuition encore exploratoire. La lumière suit les gradients de état.
Sa trajectoire n'est pas imposée par une métrique abstraite, mais par les variations concrètes du milieu traversé. C'est une géométrie d'accessibilité. Le chemin observé est celui qui reste le plus compatible avec la structure locale et topologique du bulk. La lumière devient ainsi un révélateur de la topologie de la possibilité. Elle témoigne des régimes de franchissabilité du vide. Passons aux perturbations du bulk lui-même. Le substrat n'est pas un décor fixe. Il possède sa propre dynamique interne, sa propre vie. L'évolution de état suit une équation de continuité. Elle décrit comment la contrainte se redistribue en réponse à la matière et aux sources S. Cette redistribution suit une loi de type diffusif. Le flux de contraintes s'oppose au gradient, cherchant une relaxation vers des états compatibles. Autour d'un état de référence, le bulk supporte des ondes de contrainte. Ce sont des fluctuations delta-état de l'état état fondamental. Attention, la vitesse de ces ondes du bulk, C des états, est distincte de celle de la lumière. C, ce sont deux mécanismes physiques différents. La lumière est un signal voyageant dans le milieu. Les ondes du bulk sont des perturbations du milieu. Cette clarification est capitale. Ainsi, les ondes gravitationnelles deviennent des ondes de contrainte du milieu, et non de simples ondes de métrique géométrique. Nous recherchons des signatures dissipatives ou anisotropes qui distingueraient une onde de contrainte d'une onde métrique pure. C'est une piste forte. La propagation s'étudie à 3 niveaux, local pour les gradients, cumulatif pour les longs trajets et critique près de la saturation. Dans les régimes extrêmes, état devient si élevé que la portée tombe à 0. C'est la nature profonde de l'horizon des trous noirs. Tout est lié. La matière modifie état, et état dicte la gravité, le temps et la propagation. La boucle est bouclée dans ce chapitre 6. Ce modèle est testable par des cavités optiques stables et des comparaisons de redshift astrophysique. La structure du trajet est essentielle. Nous avons unifié la propagation. Prochain chapitre, les régimes extrêmes et la fermeture topologique. Merci pour votre attention constante. Bienvenue dans cette séance approfondie. Nous allons explorer aujourd'hui le cœur des régimes extrêmes de la physique du bulk structuré. Après avoir défini la matière et la gravité, il nous faut comprendre ce qu'il advient lorsque la contrainte atteint ses limites maximales. L'intuition est simple. Comme tout milieu physique, le bulk possède des seuils de réponse qui dictent sa structure profonde. Le premier seuil, IC1, marque la transition où le bulk commence à se structurer pour former ce que nous appelons la matière. Le second seuil, IC2, nous fait entrer dans le régime de confinement, où les interactions deviennent extrêmement liées. Enfin, le troisième seuil, IC3, est le plus radical. C'est ici que s'ouvre le régime de la fermeture topologique. Cette hiérarchie montre que les trous noirs ne sont pas des objets à part, mais l'aboutissement continu d'un mécanisme de saturation. Mathématiquement, la disponibilité locale A est définie par le rapport entre la densité locale et une densité critique de saturation. La contrainte I est inversement proportionnelle à cette disponibilité. Si A tend vers 0, la contrainte devient infinie. Cela signifie que le bulk ne peut plus absorber de nouvelles contraintes. Il devient un milieu quasi rigide, figé du point de vue dynamique. Oubliez la singularité géométrique. Dans la TVS, un trou noir est une région de saturation physique du vide lui-même. Nous remplaçons une abstraction mathématique par une propriété du milieu. Le trou noir devient un état du bulk. On définit donc le trou noir par une disponibilité nulle, une contrainte extrême et une accessibilité de transition supprimée. C'est ici qu'intervient la fermeture topologique. L'espace des transitions accessibles se resserre jusqu'à la quasi-clôture. Détaillons maintenant l'horizon. Il ne s'agit plus d'une surface géométrique abstraite, mais d'une frontière physique du milieu lui-même. Contrairement à l'horizon classique de Schwarzschild, la frontière du bulk est une zone de transition où la structure même du vide s'altère. La grandeur cruciale est la portée effective, l'F. À l'horizon, cette portée tombe à 0 pour les transitions physiques ordinaires. C'est le seuil de Mamolar. Au-delà, le milieu entre en phase G3, un gel topologique où la propagation devient intrinsèquement impossible. Pour un observateur externe, l'horizon est le lieu où les trajectoires se raréfient jusqu'à disparaître de son propre espace de voisinage. Voyons la lumière. Elle conserve sa vitesse locale c, mais sa portée effective devient dérisoire dans un milieu saturé. Elle n'est pas arrêtée parce qu'elle devient lente, mais parce que le bulk ne permet plus de maintenir une propagation libre. Le même principe s'applique partout. La structure du bulk module la portée de la lumière selon l'intensité de la contrainte. Sous cette contrainte extrême, la matière elle-même voit ses dynamiques internes s'effondrer. Elle entre dans un état de gel.
Rappelons notre premier axiome. Le temps est invariant. Ce n'est pas lui qui s'arrête, mais les processus matériels qui s'immobilisent. À l'interface entre la zone saturée et le bulk libre, les gradients de contrainte deviennent abyssaux. C'est ce gradient extrême qui définit la dynamique externe caractéristique que les astrophysiciens observent. La géométrie topologique nous dit que dans ces régions, le voisinage dynamique se resserre et la connectivité chute. La franchissabilité tend vers zéro. L'horizon sépare le traversable du topologiquement fermé. En remplaçant la singularité par une saturation physique, nous supprimons les pathologies mathématiques de la théorie classique. Cette substitution permet une continuité parfaite entre le vide, la matière et les régimes les plus extrêmes de l'univers. Ici, les cas extrêmes n'exigent pas une physique différente. Seule l'intensité du régime de contrainte change. À grande échelle, l'univers devient une carte contrastée de la disponibilité du bulk, des filaments aux zones de saturation. Même l'expansion pourrait être relue comme une variation globale du régime de disponibilité du bulk à l'échelle du temps profond. Nous cherchons des signatures de milieux saturés qui diffèrent des prédictions purement métriques de la relativité standard. Ces signatures de propagation non linéaire rendront le modèle falsifiable et scientifiquement vérifiable. En résumé, la disponibilité nulle force une contrainte extrême, verrouillant les transitions et créant le trou noir. Les régimes extrêmes ne sont pas une exception, mais l'aboutissement naturel d'une physique de la contrainte et de l'accessibilité. Nous avons terminé cette étude du chapitre 7. Préparez-vous pour le chapitre 8 sur le programme expérimental. Merci de votre attention et à bientôt dans le bulk. Chapitre 8. Programme expérimental, prédiction testable et portée scientifique. Premier point, objet du chapitre. Un cadre théorique n'acquiert une portée scientifique réelle que s'il produit des conséquences observables permettant de le confronter à l'expérience. Le modèle du vide structuré doit devenir un programme expérimental fondé sur des signatures mesurables de la variable eta, de ses gradients et de leurs effets. Deuxième point, principe général de testabilité. Si eta est une variable physique réelle, alors elle doit produire des effets observables. On peut formuler ce principe ainsi. Eta est scientifique, donc eta doit laisser des traces mesurables. C'est cette exigence qui donne au domaine sa portée. Troisième point, première classe de test, horloge, oscillateur et système de cadence. L'hypothèse, les écarts temporels viennent d'une modification de fréquence. Si deux systèmes de mesure de nature différente sont placés dans un même gradient de bulk, ils pourraient représenter des réponses légèrement différentes. La signature recherchée est un écart résiduel intersystème que la relativité standard ne prévoit pas à structure de potentiel identique. Quatrième point, deuxième classe de test, propagation de la lumière. Le modèle conserve la vitesse locale c, mais lie les effets à eta. Dans ce modèle, la structure du trajet dans le bulk peut devenir aussi importante que le seul potentiel gravitationnel global. Cinquième point, troisième classe de test, réponse dynamique des matériaux. La matière est une configuration contrainte du bulk. Des matériaux ou plasmas identiques placés dans des distributions différentes de eta pourraient présenter des différences fines de résonance ou de stabilité. Sixième point, quatrième classe de test, ondes et perturbations du bulk. Si cette dynamique est réelle, le bulk doit présenter des réponses mesurables. Le modèle propose une physique dynamique du milieu avec des signatures de retard, de diffusion ou de dissipation dépendantes du régime. Septième point, effet de seuil et non-linéarité. Le modèle introduit des seuils critiques et des transitions brusques. Une théorie de milieu structuré prédit des changements qualitatifs lorsque certaines conditions de contrainte sont franchies. Huitième point, testabilité du temps invariant. C'est le cœur du domaine. Le temps est invariant, mais les systèmes répondent différemment à eta. Neuvième point, difficulté expérimentale reconnue. Il faut rester lucide. Les effets recherchés sont faibles et demandent une haute précision. Dixième point, portée scientifique du programme. Le projet transforme un cadre conceptuel en une théorie falsifiable en principe. Onzième point, niveau actuel de maturité. Le domaine dispose d'un programme clair, mais les prédictions précises restent à achever. En synthèse, eta gouverne la cadence, la lumière et la matière, produisant des signatures mesurables et observables. Le domaine possède désormais ce qui distingue une spéculation d'un projet scientifique, une voie vers la confrontation expérimentale. À suivre, chapitre 9. Chapitre 9. Discussion critique, limites, comparaison et positionnement scientifique. Situons notre modèle dans le paysage de la physique. Après avoir posé les fondations, nous devons évaluer le modèle de manière critique, identifier ses zones de tension et ses perspectives de maturation. La physique du bulk ne se substitue pas immédiatement aux théories établies.
Elle propose un cadre théorique alternatif fondé sur un substrat unique. Notre point de départ n'est plus la courbure ou la fluctuation, mais l'état d'un milieu physique structuré gouvernant les transitions. Le domaine est formulé comme un programme de reformulation unificatrice et non comme une théorie close et immuable. Le modèle reproduit qualitativement les effets de la gravitation relativiste, déviation des trajectoires et dilatation apparente du temps. La divergence est fondamentale. Là où la relativité voit une courbure de l'espace-temps, nous voyons un gradient de contrainte état. Là où la relativité parle de géodésique, nous parlons de trajectoire de compatibilité maximale ou de coût minimal. Nos avantages ? Une description physique du milieu, la suppression des singularités comme primitives et une continuité entre vide et matière. Le défi reste de reproduire avec précision les mesures relativistes fines, comme celle du GPS, sans formalisation tensorielle complète. Avec la mécanique quantique, le dialogue est possible. La matière est interprétée comme un état du substrat et les transitions comme des changements de régime. Mais attention, il n'existe pas encore de formalisation quantique complète. Les opérateurs et structures probabilistes restent à construire. Soyons honnêtes, le bulk structuré propose une base ontologique pour une future unification, mais la piste reste largement ouverte. Un lien conceptuel existe avec la théorie des cordes. Nous reformulons les structures physiques en termes de topologie des états. Cependant, notre modèle reste une approche physique en 3 dimensions, sans recours immédiat aux dimensions supplémentaires des cordes. Le point fort majeur, une seule variable, état, relie désormais gravité, lumière, temps et matière dans une unité réelle. L'enchaînement est fluide, du bulk aux grandeurs puis à la gravité, au temps et enfin aux prédictions expérimentales. Contrairement aux cadres abstraits, le nôtre reste ancré dans l'intuition d'un milieu, de gradient et de transition de régime. Reconnaissons nos limites. Il nous manque une formulation covariante stable, un lagrangien explicite et des équations d'évolution invariantes. Nos prédictions quantitatives sont encore insuffisantes pour affronter les cadres standards avec le même degré d'exactitude numérique. Enfin, les effets qui nous distinguent réellement peuvent être faibles et difficiles à isoler sans protocole extrêmement contrôlé. À ce stade, notre statut est celui d'un programme théorique cohérent et testable, mais encore en cours de formalisation avancée. Ce que nous apportons déjà, une ontologie claire du bulk, une variable unificatrice réelle et une branche géométrique propre. Ce que nous promettons, une théorie covariante achevée, une intégration quantique et des lois universelles fermées. Le modèle stabilise les intuitions de la TVS-PVSP en les réorganisant dans une architecture plus nette et unifiée. L'avenir réside dans la construction d'un formalisme covariant et l'élaboration d'un principe d'action universel. Notre lucidité n'affaiblit pas le domaine. Elle en précise le statut réel. Nous ne sommes ni une théorie close, ni une simple intuition. Nous sommes prêts pour l'ultime étape, la conclusion générale et les perspectives d'avenir. À très bientôt. Chapitre 10. Conclusion générale et perspective de la physique du bulk structuré. Nous voici arrivés au sommet de notre traité, l'instant solennel où nous rassemblons nos acquis. Notre hypothèse est simple mais révolutionnaire. Le vide n'est pas un fond passif, mais un milieu physique actif, continu et structuré. C'est cette idée qui donne à notre domaine son unité profonde. Le rôle central est tenu par la variable état, comprise comme contrainte dynamique effective. Elle constitue le pivot du modèle, reliant la matière, la gravité, la lumière et les mesures temporelles. Rappelons nos piliers. Ici, la gravité n'est plus une courbure première, mais l'émergence des gradients de état dans le substrat. La matière, quant à elle, n'est plus une substance isolée, mais un état contraint du milieu lui-même, une structuration locale du bulk. La lumière conserve une vitesse locale constante, mais sa propagation globale est modulée par le régime de viscosité du milieu. Le temps reste une grandeur intrinsèque et invariante. Seules les dynamiques internes des systèmes changent selon l'état du bulk. Enfin, les trous noirs sont relus comme des régimes de saturation du vide ou des fermetures topologiques plutôt que des singularités. L'apport majeur est de déplacer le centre de gravité de la physique depuis la géométrie abstraite vers la structure physique et dynamique du milieu. La géométrie devient émergente. Ce que nous percevons comme courbure est l'expression d'un état local du milieu. La géométrie n'est plus la cause, mais l'effet. Cette architecture est stable. Le bulk, état, la disponibilité et les gradients s'emboîtent désormais dans une cohérence théorique totale. La portée est immense, un potentiel unificateur, une interprétation physique concrète et, surtout, une testabilité par l'expérience. Soyons honnêtes, il nous manque encore une formulation covariante complète et un principe d'action S
de états pleinement stabilisés. L'intégration des états discrets et des champs quantiques reste un défi. Notre modèle est un point de départ, pas une théorie achevée. Le modèle n'est pas encore un système de prédiction numérique de précision, mais il est déjà une hypothèse unificatrice cohérente. Notre premier axe futur est la formalisation mathématique. Construire un formalisme covariant et dériver des équations d'évolution invariantes. Le second axe explorera l'idée que chaque particule est une excitation locale du substrat, une configuration stable de la variable eta. Le troisième axe concerne la dynamique non linéaire. Étudier les régimes turbulents et les structures auto-organisées au sein du bulk. Enfin, l'expérimentation spatiale. C'est sur ces plateformes que le modèle devra faire la preuve de sa valeur physique et de sa réfutabilité. Nous envisageons des extensions vers la cosmologie et même une ingénierie future permettant un contrôle dirigé de la résistance du vide. Retenez cette vision. La physique peut être reformulée comme la dynamique des transitions accessibles dans un substrat structuré. La variable eta devient ainsi le médiateur unificateur absolu entre matière, gravité, propagation et dynamique temporelle apparente. Le modèle ouvre la voie à une physique nouvelle du substrat. Sa valeur dépendra de l'épreuve expérimentale. Merci de votre attention. Adieu. C'était la masterclass complète sur la physique du vide structuré et de la perception. Fin du traité.